Bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et comme toujours, je suis très content d'être là avec un certain deuxième ligne de 2 mètres qui s'appelle Théodore de Saint-Rémy. Bonjour mon cher Théo, comment tu vas ? Bah écoute, je vais bien, en tout cas mieux que les Bleus, voilà. Après ce week-end, je pense qu'on peut le dire comme ça. Mais je suis en Ouais. tout cas tout à fait heureux d'être là. Malheureusement sans Amélie, qui, voilà, le retour de match semble un petit peu concassé, comme on dit. C'est la dure vie des piliers. Donc Amélie, voilà, on t'embrasse très fort. Et puis la semaine prochaine, sûrement, ça ira mieux et tu seras avec nous. Exactement, exactement. Apparemment, ça joue dur rugby en Belgique, là où elle était pour ce match, où elle a pris quelques coups. Donc, en espérant qu'elle revient là la semaine prochaine. Écoute, je suis toujours content d'être avec toi. J'étais en train de penser, notre amitié, en fait, il dure depuis. Tu vois, j'ai voulu faire un truc avec les deux, et je me dis, est-ce que c'est 22 ans que maintenant qu'on connaît, ou si c'est pas plus même? Ah mais c'est plus, Thierry. You are joking. Ça devrait être dans les 23-24 ans quand Je même. pense que c'est au moins 25. C'est incroyable. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai blagué avec ma femme parce que t'étais collègue avec ma femme et en fait, elle dit, mais tu m'as piqué mon ami. Et voilà, mais je suis content de te piquer pour ton amitié, mais aussi pour ce podcast. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler de tous ces matchs internationaux. Mais en fait, je vais te poser une première question. J'ai eu 2 personnes cette semaine qui m'ont demandé, tiens, est-ce qu'on a des goodies? Il y avait un moment, on avait des t-shirts. Toi qui es responsable de ce côté-là de Pack de Pot, pour mon pote Vincent, est-ce que tu penses qu'on pourra faire potentiellement un casquette ou un goodies, un truc comme ça? J'adorerais qu'on fasse une casquette, donc c'est une idée totalement révolutionnaire. Je pense que on peut dire que ça deviendrait probablement un objet iconique de la pop culture rugby. Donc en route pour la casquette. Ouais, très bien. Écoutez, si vous avez envie d'une casquette, vous nous mettez un petit mot sur les réseaux. Si on a une vingtaine de personnes qui disent oui, on y va, on lance les casquettes. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je suis complètement aligné avec ça. C'est une très 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 bonne idée. Allez, là on dit merci à tous nos écouteurs pour ces bonnes idées, comme Vincent avec les casquettes, aussi pour Bex Flanagan aussi qui nous corrige gentiment. Il nous dit Guy Pepper, il joue pour Bath, son club de corps en fait, et Pollock qui joue à Northampton. Donc j'avais fait une petite erreur la semaine dernière. J'espère que ça va aller cette match-là, mais en fait on a beaucoup de rugby, donc on y va direct. Juste un petit mot pour dire si vous avez Canal+, je vous conseille quand même Canal Rugby Manager. C'est l'émission. Si vous avez envie de découvrir un peu plus dans le côté tactique de ce fabuleux sport, essayez de regarder des émissions Canal Rugby Manager. Moi, j'ai vu un sur le Rush Defense. Je trouvais ça assez sympa. Il expliquait le comparatif de rugby il y a 50 ans avec le rugby d'aujourd'hui et aussi le rugby du 15 et le rugby à 13 par rapport au nombre de plaquages qui sont faits où en fait ils font 2 ou voire 3 fois plus de plaquages le rugby à 13. Oui, le 13, on peut résumer, c'est quand même un sport de bourrin. Et voilà pour la compo de la France. Il y a quelques nouveaux noms quand même. On a une première ligne, comme tu avais dit la semaine dernière, mon cher Théo. Erdosio et Montagne, les 2 jeunes piliers. Quand même, il y a Marchand là pour les épauler. Flamand et Méofou en 4-5. Jelange, mais aussi Jelange, Boudéon et Guillard en 3e ligne. Le Garec en 9, Ntamak en 10. Ficou Baressi, Louis Bébé, Pono et Ramos. Donc une belle équipe de la France face quand même à une équipe avec un certain nom qu'on connaît, Marx, Esbet, Doutois, pas un mais 2, Colby, Krell, William C, Dalandede, RDC. Donc voilà 2 super équipes. C'est le Stade de France, l'ambiance est électrique. Et voilà, je vois Thomas Lombard qui a passé sur l'émission, un pote de notre pack qui est commentaire. Sud-Afrique, on va dire les moitiés des avants ont des oreilles bien abîmées, preuve de leur longévité dans ce sport, mais aussi de leur toughness, leur dureté de cette équipe. Apparemment, c'est le critère numéro 1 pour leur coach Rassie Erasmus. Le match démarre 2 coups de pied plus tard et on est déjà cloué sur le 5 mètres. Un dégagement de Mtamak, un chistara de ouf de Le Garec et on voit un peu plus de lumière. Ramos échappe à tout le monde, coup de pied magique et il sert le cheval, Damien Pono, qui va marquer l'essai. Ramos ajoute 2 points de plus, 7-0 à 5 minutes. On perd le ballon juste après, mais la défense tient bon et Lisbeth a le visage en bleu à la Braveheart. Les Sudaf ajoutent une pénalité et en gros les Springboks ils ne jouent pas les touches, ils préfèrent pousser en molle et en mêlée pour gagner des pénalités. Ils ajoutent encore 3 points de plus, 7-6 toujours pour nous. Ramos nous trouve un peu d'espace, le match est complètement ouvert pour l'instant, mais le vent est avec les Box, je trouve.
Une pénalité ratée pour eux, un deuxième aussi, mais encore trop de fautes par nous. On y a déjà à combien? Ils sont solides quand même, les Bucks devant. Peut-être on va gagner avec la vitesse. Les Bucks traînent beaucoup dans les rocks. Finalement, ça nous offre une pénalité. Et on choisit le touche. Tiens, question, et pas de point. Ça m'étonne un peu, mais décision payant. Encore Pono dans le coin avant de s'écraser sur les écrans. Ramos décisive avec le pass et aussi avec la transformation. Poto entrant 14-6 à 26 minutes dans ce match qui me semble déjà très très long. Encore des constats par les Bucks, gros engagement dans les rocks, mais pourquoi on perd les ballons après les touches? On devrait sortir les ballons plus vite. Le 9 Reinhardt va faire un petit exploit perso et marque un essai, 14-13 toujours pour nous. On résiste, mais de très peu. Tiens, on gagne une mêlée, mais on perd la touche. Ramos a failli perdre sa tête par le plaquage hyper dangereux par la 5 de Jagger. Grosse carton rouge direct, même pas le bunker. Fin de première mi-temps, assez tenace, 14-13. C'est une mi-temps qui permet de croire au Père Noël. On peut se dire que ça peut passer. D'abord, on tourne devant. On se dit on va avoir une mi-temps en supériorité numérique. On aurait dû tourner à 14-6. C'est complètement anormal de prendre l'essai de Reinhardt qui est remarquable, mais qu'on ne doit pas prendre. On ne peut pas se permettre à haut niveau comme ça d'avoir une défense aussi friable et de permettre à un demi de mêlée de partir au ras, de faire 30 ou 40 mètres et ensuite de jouer du dernier défenseur comme ça. C'est un exploit personnel qui effectivement vient ternir le doublé de Penaud, qui est super pour ses stats et super aussi pour l'histoire du rugby français, parce que c'est un joueur phénomène. Donc c'est très justifié. Et puis en plus, série en cours, c'est sans doute pas fini. Donc ça, c'était voilà la petite cerise sur la première mi-temps. Et on se disait, on a des défauts, c'est pas parfait, mais on est devant, on va jouer à 15 contre 14. Let's see. Voilà, on était encore positif à la mi-temps, même si on avait eu quelques doutes qui s'étaient installés. Allez, let's see alors. Deuxième mi-temps, on semble d'avoir un peu plus des idées. Ramos tente tout. Les arrières des Soudaf n'ont pas encore beaucoup joué pour l'instant. Barassi, je trouve qu'il est bien présent. Bielbarré et Penaud sont pas loin de créer l'exploit. Et la bombe squad française arrive. On va dire c'est le pack de pétards. Cramon avance, mais l'amunition est gâchée. Le temps coule et notre énergie aussi. Il faut marquer là, les gars. Gigot avec un contre et un grattage, Ramos ajoute des points, 17-13. Les Sudaf sont chez nous et y restent. Beaucoup de fautes par nos bleus, notamment Louis Bébé avec un en avant volontaire, carton jaune et bien sûr directement après un essai par les Bucks, 18-19 pour eux. Après 30 minutes sur les cordes, les Sudaf retrouvent leur souffle et poussent leur chance avec des choix de peine en touche plutôt que des points à pied à plusieurs reprises. Et ils ont raison. Grant Williams va mettre un joli essai. Tous les Français, ils sont contre-pied. C'est 25-17 maintenant. 8 points d'écart, c'est horrible. Même avec Louis Bébé de retour, on est sans espoir. Ils ajoutent même un essai de plus. Un insulte, un gifle cet essai. 32-17. La France, nous, on est des ados. C'est eux, les papas. Ouais, c'est cette deuxième mi-temps, franchement, on l'a vécu comme un véritable calvaire. Il y a rien qui n'a fonctionné de notre côté et tout qui a fonctionné du leur. Et en plus, ils ont envoyé une impression de facilité et de tranquillité qui est la plus grosse des punitions. C'est-à-dire que on peut reprendre le score, on peut reprendre les essais, mais c'est cette impression de supériorité connue, sans l'ombre d'un doute, qui fait que pas une fois ils prennent les 3 points pour sécuriser le score. Ils sont un de moins et ils prennent pénal touche sur pénal touche pour venir nous enfoncer en nous disant les gars, c'est inexorable, il n'y a pas de discussion, on est plus fort que vous, on vous le montre, on vous le remontre, on vous le remontre. C'est chez vous, là où on vous a battu en demi-finale, en quart de finale de la Coupe du Monde il y a 1 an. Vous chouinez en disant qu'on n'aurait pas dû gagner, qu'on a à moitié volé la Coupe du Monde et vous nous faites les violons depuis 1 an dans la presse. Mais là, on va prendre la touche, là. Et Maul, et essai. Et Maul, et petite passe sur le côté, et essai. Et vous faites quoi? Des fautes, des ballons tombés, des imprécisions, des en avant volontaires. Et vous êtes à la ramasse. Vous êtes éparpillés façon puzzle. Voilà, c'est une mi-temps cauchemardesque qui d'un seul coup nous fait repartir quasiment 10 ans en arrière. Là, ça fait quelques années qu'on se dit, c'est bon, on tape les grandes nations du Sud régulièrement, on a battu les Blacks, on a battu les Box il y a 2 ans à Marseille, etc. On sait faire. Et là, d'un seul coup, on a le vertige sur cette mi-temps.
Bon, déjà, je voulais prendre ma part de responsabilité. Peut-être j'étais un peu trop positif la semaine dernière. Je disais pas, oui, peut-être on va gagner. J'étais très sûr de nous. Donc, mais tu dis 10 ans derrière. En fait, je me pose la question, est-ce que ça va nous poser la question sur la dureté? C'est une question que j'aimerais bien te poser parce que, bien sûr, il y a un des grands éléments, c'était Aldrit qui n'était pas pris pour laisser un plus jeune jouer, Guillard. Mais en fait, Aldrit, c'est une chose qu'il a, c'est cette histoire de toughness, tu vois, en anglais. Cette histoire il est rugueux, on ne peut pas douter sa conviction, il va tout mettre sur la ligne pour son pays. Et c'est quelque chose qu'on voit sur l'équipe d'Afrique du Sud. Ils vont tout mettre, ils vont donner de leur corps et de leur esprit pour gagner ce match. C'est difficile de juger ça parce qu'en fait, je pense que le staff a fait un choix qui techniquement est relativement juste, d'un point de vue strictement rationnel. C'est que Guillard semblait être en meilleure forme physique qu'Aldrit ces dernières semaines. Bien que son équipe, Guillard, soit quand même en perdition dans le top 14, ce qui veut quand même dire quelque chose parce que c'est un leader de cette équipe. Et ce qui nous a manqué dans cette deuxième mi-temps, c'est incontestable. C'est des patrons. Antoine Dupont n'est pas là. Je trouve que honnêtement, Le Garec a fait son match. Oui. Il est un des seuls pour moi à avoir surnagé parce que il a beaucoup éjecté, il a fait quelques gestes de classe, il a bien défendu. Donc l'absence de Dupont, bien sûr, c'est le meilleur joueur du monde, il n'est pas là, c'est un sujet. Mais je trouve que Le Garec a fait le job. Guillard n'a pas impressionné physiquement, il n'a pas rivalisé avec les box, et c'est pour ça qu'il avait été pris. C'est parce qu'il était pressenti comme plus en forme physique que Aldrit. Moi, je préfère un Aldrit sur 3/4 de jambes qu'un Guillard qui sert à rien. Voilà. Et je trouve qu'effectivement, on a manqué d'Aldrit, on a manqué d'Olivon, des joueurs qui sont des tauliers et surtout des leaders de jeu, des leaders d'opinion, des gens qui savent remettre l'équipe en ordre de marche. Voilà. Et puis, très simplement, techniquement, on ne peut pas, à haut niveau, faire tomber autant de ballons, avoir quelques fulgurances qui fait qu'on crève le premier rideau de la défense, qu'on est dans leur dos, mais qu'on loupe la petite passe. À très haut niveau, ça ne marche pas. Voilà, c'est complètement insuffisant. Ils disent dans la presse anglaise aussi, peut-être c'est un peu là, Afrique du Sud, ils ont déjà joué plein de matchs, ils ont joué dans le Rugby Championship en Nouvelle-Zélande, etc. Et nous, on n'est pas joué grand-chose, etc. C'est le seul point de défense que j'accepte. C'est le seul. Okay. Non, mais vraiment, c'est le seul point. Si on avait 2 matchs de plus dans les pattes, on serait un peu mieux. Et évidemment, commencer cette tournée par l'Afrique du Sud, c'est aussi un choix qui peut interroger. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de commencer par les Fidji, puis l'Australie, et finir après 3 matchs avec un peu plus de conviction, de jeu collectif, etc., par l'Afrique du Sud, et un peu plus de confiance. Là, c'est vrai que c'était un saut dans l'inconnu direct, avec en face une équipe extrêmement rodée, double championne du monde, plus vainqueur récente du Rugby Championship, avec des matchs contre les Blacks, les machins, ça fait 3 mois qu'ils jouent ensemble. Bien sûr que ça compte. Mais néanmoins, est-ce qu'on peut à ce point passer à côté en deuxième mi-temps? Est-ce qu'on peut à ce point avoir un banc qui ne sert à rien? Est-ce qu'on peut continuer de nous mettre à le Deguerry qui rentre en quart de finale de la Coupe du Monde, se fait ouvrir comme un livre? On refait, mais quasiment à la même minute, il rentre 2 pénalités sur mêlée juste après. Est-ce que c'est acceptable? C'est pas parce que le mec est bon au Stade Toulousain qu'il a le niveau international pour jouer contre les box. Manifestement, il ne l'a pas. Je suis désolé pour lui, mais c'est manifeste. Et je ne comprends pas qu'on continue à s'entêter avec des choix d'équipe qui sont discutables. Oradou, il rentre, il sert à quoi? À rien du tout. À rien du tout. Donc, moi, je suis désolé. Je pense que les choix de composition de Fabien Galtier, sur lesquels il est toujours très très sûr de lui, avec bientôt c'est la science qui dit qu'il faut faire jouer, etc., manque cruellement d'un sens humain dans cette équipe, avec des patrons, des leaders qui sont là régulièrement et qui sont capables de faire des différences contre des grands joueurs en face. On a manqué de ça en deuxième mi-temps. On n'a pas eu de différence faite contre des grands joueurs. Donc,
on va avoir la discussion peut-être. Alors, c'est qui le plus tough, tu vois, le plus rugueux de la France aujourd'hui? Je pense quand je pense à ça, quand je pense à ça, je pense à Nalé, par exemple. Pour moi, c'était un joueur que c'est juste un tronc d'arbre, en fait, ce mec-là. Je pense à William C, je pense à Bernard Naurou. Bon, les deux dernières, devine quoi, ils ont un petit truc en commun, c'est qu'ils sont Sudaf. Qui est les joueurs, en fait, aujourd'hui, qui sont tough, en fait? Non, le joueur tough aujourd'hui, 15 de France, c'est Jelonche, incontestablement. Et Aldrit. Et Aldrit, mais il n'était pas là. Ouais. mais Jelonche, oui, il fait ça. Il rentre, il fait très mal sur des plaquages. Il est capable, effectivement, d'avancer et de secouer des adversaires comme un prunier. Donc, ça, oui, ça me paraît être un joueur sur lequel il faut s'appuyer aujourd'hui parce que sa force de conviction est absolument incontestable. Mais je trouve que pour les autres, effectivement, ça a manqué. Ouais, Même Boudéan, qui est un joueur physique, je suis désolé, il n'a pas assez pesé sur la rencontre. Hier a été transparent, mais à fou, il fait 145 kilos, il n'a pas fait grand-chose. Flamand a été plutôt meilleur, alors qu'il est plus léger. Donc, je pense qu'on a un vrai problème sur l'axe droit de cette mêlée, où on se cherche avec un pilier droit et un deuxième ligne à droite qui devrait nous caler cette mêlée. On peine à le trouver. Montagne est très jeune, peut-être que c'est le pilier d'avenir. Il n'a pas fait un match honteux, Montagne. C'est pas mal. Et c'est quand même très très dur comme baptême du feu. Mais le fait est que quand les Sud-Africains, qui sont eux la référence du jeu d'avant et qui sont double champions du monde en titre, dès qu'ils ont voulu accélérer à 14 contre 15, je suis désolé, on a pris des reculades. Ben ça, c'est pas acceptable. Tu sais, sur cette histoire de toughness, je suis un peu chauvin pour les gens qui ont passé sur Pacte Pot. Et nous, on a eu l'opportunité d'avoir Baptiste Pesanti qui est passé à l'émission. C'est un jeune homme que j'ai rencontré à plusieurs fois. Et il fait un bon début de saison. Et même si peut-être c'est pas le plus grand, le plus costaud, mais en fait, il y a une chose qu'il a, c'est ce côté de toughness, je trouve. Oui, tout à fait. Et j'aurais bien aimé voir lui plutôt que le mec de Pau, Redoux. J'aurais préféré, moi, Pesanti, parce que c'est un mec, tu vois il vit le rugby, tu vois sur son visage aussi qu'il est marqué par le rugby. C'est un gars qui donne tout pour gagner, et c'est ça qui est manqué sur le terrain, je trouve. Peut-être. Ce samedi. J'ajoute que l'entêtement à sélectionner Auradou et Gégou, moi, m'exaspère. C'est exaspérant. Donc ça, c'est un entêtement signé Fabien Galtier qui consiste à dire j'ai toujours raison. C'est insupportable. Donc Auradou n'a servi à rien. Gégou a fait un ou deux trucs pas mal parce qu'il a des cannes et qu'il est rapide. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas des troisième lignes aussi forts que lui en France en ce moment. Il y en a plein d'autres. Et ils ont rien à foutre en équipe de France. Voilà, on est d'accord. Et je pense qu'Amali dirait la même. Dernière question sur ce match. Est-ce que c'est si important, en fait? Est-ce que, moi, je suis sorti de ce match-là et je disais comme, ils ont gagné, c'est eux le meilleur. On peut pas se plaindre maintenant. Je te dire, on est dans une époque, c'est eux le meilleur. Peut-être, on sortira de cette époque. Tu vois, ils ont gagné deux coupes de monde et ils battent tout le monde. Et voilà, c'est eux le meilleur en ce moment. Et peut-être on passera. Et on va pas se sombrer dans de remonter 10 ans derrière. Je trouve que c'est dur. Moi, je pense que, ils sont meilleurs maintenant et basta, on continue. On va pas vivre ce match-là comme l'échec qu'on a vécu il y a quelques années dans le Coupe du Monde. C'est pas, il faut passer le cap. Ce qui est embêtant pour moi, c'est l'absence de leadership de joueurs cadres. Aujourd'hui, on a un Ntamak qui est là depuis longtemps en équipe de France maintenant. Il fait un match moyen. Il rate des choses. C'est quand même moyen. Il devrait y avoir des joueurs capables de prendre le relais d'Antoine Dupont quand il n'est pas là. C'est un problème. Voilà. Donc, je suis déçu, en fait, par la force de caractère de cette équipe qui a fait défaut. Ils n'ont pas tout mal fait. Et évidemment, c'est pas nous qui sommes sur le terrain. Et ce sont de très grands joueurs. Restons humbles et normaux. Mais on est là pour dire ce qu'on pense et dire comment on ressent les choses dans notre canapé, nous. Nous, on n'est pas sur le terrain, donc c'est facile de le dire. Mais néanmoins, ce ressenti des fans de rugby qui avaient un peu envie d'une revanche, etc., à la sortie de ce match, tout le monde avait le moral dans les chaussettes. Voilà. Oui, c'est sûr. Ça, c'est complètement clair, on peut pas le nier. Et en plus, maintenant, le problème, c'est qu'avec cette tournée, on va sur les Fidji derrière, où on sait que c'est toujours des matchs très compliqués, parce qu'ils ont une ribambelle de très grands joueurs, c'est le match piège par excellence, et qu'on le gagne ou le perde, derrière on joue contre l'Australie, qui a perdu contre les Italiens. Donc, si on bat les Australiens, ce sera encore heureux, parce que même les Italiens les ont battus, et si on perd contre les Australiens, ce sera la débandade et la bérésina. Donc, cette tournée s'annonce comme une tournée difficile à vivre nerveusement pour tous les fans de rugby français, difficile aussi pour l'équipe, pour les joueurs,
qui ont été marqués et ont souffert de ce match, et maintenant se retrouvent avec les Fidji, c'est pas facile à manier, et l'Australie derrière, où il faut surtout pas perdre à moins d'avoir la honte. Et or, l'Australie, c'est quand même une belle équipe. Donc voilà, on va voir s'il y a des joueurs effectivement qui se révèlent, qui sont peut-être des joueurs de retour. Peut-être que Aldrit et Olivon semblent être là aux portes du groupe. On se rappelle quand même que Charles Olivon a été capitaine de 15 de France il y a 2 ans et qu'il était exceptionnel. Il marquait 1 ou 2 essais par match. C'était le fer de lance de l'équipe. Aujourd'hui, c'est aussi des mecs comme ça qui nous manquent. C'est incontestable. Donc espérons que les compos seront un peu bougés, que le staff saura trouver les mots et espérons que Jégour Radou dégage de là. Grave. Un peu de bonnes nouvelles dans tout ça quand même. Les U20, ils ont gagné contre les Sudaf ce week-end. Il y avait un match assez égal en fait à Châteauroux, 7-7 à la mi-temps, 17-12 pour nous à 75 minutes, ça finit à 20-12 pour nous. Donc voilà un petit rayon de soleil qu'on arrive quand même à battre des champions en titre, mais c'est que avec des U20. Mais quand même c'est bien. Oui, ça c'est une excellente nouvelle. On sait que les jeunes, quand ils battent les grandes nations du rugby, ça leur fait du bien, ça les fait grandir pour leur club, pour leur carrière internationale, etc. Et ils se construisent quelques convictions. Maintenant, il y a un monde entre les U20 et les grandes équipes de France. Et là où je te rejoins aussi, c'est que on peut pas enlever à la réalité qu'aujourd'hui, ils ont un effectif, les Sudaf, exceptionnel. Ouais. Voilà. Quand tu as dans la même génération Edzebet, Dutoit, le 10, les 2 ailiers qu'ils ont, etc., et des Allende au centre, effectivement, c'est quand même pas facile à manier, quoi. Tu vois Donc c'est un peu comme si tu avais dans la même équipe de Coupe Davis Federer, Djoko, Murray et Nadal, et qu'après tu te plains parce que tu as perdu en Coupe Davis. Donc j'enlève tout ce que j'ai dit. Ouais. Je les adore, les joueurs, je les trouve courageux, voilà. Mais là, j'ai un bout de moi qui a parlé, et maintenant il y a l'ancien mec qui était sur un terrain et qui sait ce que c'est que de subir, de souffrir, d'avoir tout donné quand même. Et évidemment, je les aime quand même, et je continuerai d'avoir le cœur qui bat dès qu'ils se pointeront sur le terrain. Punaise, t'as vu Marx quand il a fait le talonneur à Sudaf, quand il a fait les grattages, mais ce mec, je pense qu'il mange du béton pour le petit-déj, quoi. Tu vois, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Allez, on clôture ce sujet-là, ce sujet difficile mais qui passait. On va aller parler d'autres matchs de la semaine. C'était Écosse contre Nouvelle-Zélande à Murrayfield. En fait, c'était intéressant parce que l'Écosse, tout le monde disait, c'était la meilleure opportunité depuis 120 ans pour gagner un match contre les Blacks pour la première fois. Donc, une équipe assez connue quand même. Il manque juste un Sudaf, Van der Mel, mais un Sudaf cache toujours un autre, c'est Stein. Mais il n'y avait pas Hugh Jones dans ce groupe. Donc, quelques noms qu'on connaît, c'est Schumann, Gilchrist Cummings, Dempsey le 8, White et Russell, bien sûr, Finn Russell le 10. Stein, Tupolu, Darcy Graham et bien sûr Kinghorn qui joue à Toulouse. Nouvelle-Zélande, la semaine dernière, on a dit ouais, c'est pas la meilleure équipe, mais quand même, quand tu prends les talents qu'ils ont aujourd'hui, 2 groupes en première ligne, Savia, City, Barrett, Will Jordan, Roy Gard, Mackenzie sur le banc qui va faire un match de sa vie, c'est quand même des grands noms de rugby Nouveau-Z. Un peu de cornemuse, un Flower of Scotland et un haka, que du bon pour commencer ce match. Les Blacks sont en blanc et les Scottish sont dans leur traditionnel bleu. Et les traditions sont respectées. Essai de 3 minutes par les Blacks. Grosse percée de deuxième ligne qui sert son 9 Roy Gard. Belle séquence par les Chardons par la suite, mais les Blacks dépensent beaucoup moins d'énergie pour gagner beaucoup plus de terrain. Dans ce début de match, le 13 des All Blacks m'impressionne avec son afro-mulet et ses charges de ballon en main. La défense des Chardons qui quand même est bien présent. Finn Russell va faire un super 50-22. Darcy Graham va faillir marquer son essai, mais c'est les Blacks qui vont finir par ajouter 3 points, pendant que Finn Russell ajoute de plus en plus de straps sur son genou. 10-0, le 8 All Black est très solide. CTT fait un joli contre-ruck. Carton jaune un peu bête, un croche-pied de Carter, le 14 All Black. Donc voilà, un bon tempo pour l'Écosse, un peu de manque de réalisme dans le 22, 3 fois ils sont repoussés. CTT va monter son attaque, il court tranquillement dans son couloir, petit passe à Will Jordan, 17-0 à la pause. Le deuxième mi-temps démarre un peu mieux pour l'Écosse, il profite d'un carton jaune de capitaine Savia, essaye par les avants, 17-7. Et voilà, l'Écosse est de retour, jolie percée de Tupilou sur la droite, Stein va marquer sur la gauche, passe de Kinghorn, et on a un vrai match. 17-0 de la première mi-temps, ça devient 17-14 à 52 minutes. Nous faisons toujours à 14 joueurs. Schumann va coucher quelques centimètres de la ligne. Flower of Scotland dans ce Murrayfield électrique. Le 9 Doobie va entrer, mais c'est Kinghorn qui va faire le break. Darcy Graham plonge dans le but, mais le ballon lui échappe.
Dempsey avec un super interception, mais il n'a pas des jambes assez rapides. 17-17 parce que Finn Ruskell a égalisé, un match de fou, encore des bêtises pour Nouvelle-Zélande, CTT avec un en avant volontaire, troisième carton jaune contre les Blacks, mais bizarrement les Écossais font que des kick and chase. Dommage, ça redonne le ballon aux Blacks et fait passer du temps de ce carton jaune inefficacement dans les mêlées. Mackenzie va fournir un super 50-22 et voilà, il va ensuite marquer l'essai de la gagne après. Super match par lui, mais difficile pour ces pauvres Écossais, ils perdent 25-17. Oui, pour le coup, là, c'était un vrai match de rugby avec du suspense quand même. C'était assez incroyable parce que les Blacks avaient moyennement dominé la première mi-temps. Ils marquent d'entrée, ils remarquent à la 40e. Et donc, ils se retrouvent à 17-0 parce que les Écossais étaient un peu stériles pendant la première mi-temps. Mais c'était quand même une première mi-temps relativement équilibrée sur le plan du jeu. Et puis le début de deuxième mi-temps des Écossais, mais c'est à montrer dans toutes les écoles de rugby. C'est-à-dire qu'il y a une domination pendant un quart d'heure où on a l'impression que c'était des seniors qui jouaient contre des cadets. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était absolument fantastique et enthousiasmant. Puis ils reviennent à 17 partout. Donc là, il y a de quoi douter quand même. Quand tu es à 17-0, tranquille, hein, parce que finalement, tu joues à Murrayfield. Bon, 17-0, tu te dis, bon, à deuxième mi-temps, on va faire ça les mains en haut du guidon. On a eu le sentiment que c'était un petit peu panique à bord quand même. Et là où ça fait écho à la discussion qu'on avait avant, c'est qu'ils ont fait rentrer un mec qui est un crack. Et les cracks, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent du poing sur la table quand ils sont des grands joueurs dans les grands moments. C'est tout. Et donc, Damien McKenzie, comme tu dis, il leur a fait toute la panoplie. Il rentre à la, je sais pas, la 50e ou un truc comme ça. Et allez, essai, et puis but, et puis 50-22, et puis sauvetage, et puis tout, en fait. Donc, en fait, tu dis, il faudrait 15 Damien McKenzie dans toutes les équipes, et puis tu serais invincible à vie. Et ça en dit long sur qu'est-ce que c'est qu'être un champion dans un sport co. Mais c'est un mec qui rentre et qui fait la différence, et d'un seul coup, tout le monde a envie de le suivre, et l'équipe n'est pas la même quand il est là. Donc, ils sont où, nous, les Français, qui rentrent en deuxième mi-temps, les finisseurs, on appelle plus ça des remplaçants, ils ont fini quoi? Mais non, regardez Damien McKenzie, les Français, et on en reparle. Et en plus, il saigne de partout. Tu es là toute l'année. C'est dingue. C'est une leçon de rugby. C'est un momentum. Le mec rentre, et c'est ça, être un remplaçant, c'est immense, quoi. Il rentre, et à lui tout seul, il fait complètement la différence, il modifie tout. Voilà, donc c'est ce qu'on aime, hein, dans le sport, c'est d'avoir des gens qui écrivent des trucs en lettres de feu, quoi. C'était pas écrit avant, ils l'écrivent eux-mêmes, puis après c'est gravé là parce que c'est beau, c'est beau. Et en plus, son essai, il n'y avait pas juste Kinghorn, il y avait un autre qui arrivait à plein de balles. Et c'est marrant, c'est comme il a commencé là avec son 50-22, tu sentais en fait les espoirs de l'Écosse, ils s'évaporent en fait. Et c'était juste remplacé par un Nouvelle-Zélande trop réaliste. C'est très cruel, hein, pour les Écossais, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas battu les Blacks. Là, ils avaient fait la remontée qu'il fallait, mais en fait, ils ont pris un essai de trop en première mi-temps parce qu'ils gagnent la deuxième mi-temps, 17-8. Mais ils sont menés 17-0 à la mi-temps, et en fait ils partent de trop loin. Voilà, ils partent de trop loin, et puis tu as Mackenzie qui vient et qui a flingué le système avec un talent exceptionnel. Excuse-moi, mon cher Théo, mais tu m'offres l'opportunité de faire un truc que je fais très rarement. Là, je vais te corriger. En fait, dans l'histoire de rugby, en fait, ils n'ont jamais battu Nouvelle-Zélande. 33 matchs, deux matchs nuls. Ouais, 2 matchs nuls. Bon, c'était presque victoire, comme dit la Fédération française de la lutte. Je me suis un peu enflammé. Non, j'aimerais bien qu'ils les battent un jour. Voilà. Ils ont qu'à faire comme les Français, qui ont quand même fait quelques coups fumants contre les Blacks. Et c'est à chaque fois dans ces moments-là qu'on se dit, mais putain, un jour on peut être champion du monde puisqu'on bat les Blacks. Puis après, on a les Bocs, puis on se dit, merde, en fait, c'est pas pour cette fois. Allez, courage pour la prochaine fois. Angleterre-Fidji, c'est pas si simple pour les Anglais. 2023, en fait, ils ont perdu face à Fidji juste avant le Coupe du Monde. C'était 30-22. Pendant le Coupe du Monde, pendant le quart de finale, si tu te souviens, c'était un match de ouf. 24-24 à 71 minutes. C'était Owen Farrell qui a mis un petit drop à la Johnny Wilkinson. Le match a fini 30-24 pour l'Angleterre à 85 minutes. Donc, c'était un match de suspense. Donc, il y a pas mal d'histoires récentes entre ces deux équipes. Bon, la défaite en préparation à la Coupe du Monde avait été une humiliation qui avait fait un coup de tonnerre en Angleterre. Parce que c'était quand même pas très attendu. Et effectivement, ça restait un match de préparation. Puis après, les Anglais ont quand même fait une Coupe du Monde où ils les ont sortis. Mais c'est vrai que les Fidjiens, à force de jouer partout,
quand ils ont un petit peu de temps entre eux, ils sont très forts. Là, c'est une équipe de tournée, donc ils n'ont pas beaucoup joué ensemble. On va voir. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, la semaine prochaine, c'est le match piège par excellence. Voilà. Par excellence. Le match démarre 7-5 Angleterre à 10 minutes, 2 essais pour les deux packs. Il y a Mons, le numéro 10, qui est très bon. Il était blessé d'ailleurs pendant la Coupe du Monde. Lui, il va marquer pour Fidji, mais l'Angleterre va revenir juste avant le mi-temps. Finn Smith avec un petit passe au pied pour son ailier. 14-13 pour l'Angleterre à la mi-temps. Genge va marquer, le 2 Fidjien va faire son doublé, 21-18. Tuisova va faire un carton rouge, donc essai logique par les avants anglaises après. Petit en avant, juste avant la ligne, donc essai refusé pour Fidji, donc c'était l'opportunité de revenir à 1 point. Arondel, qui n'a pas joué depuis 2 ans, il me semble, il va montrer ses cannes avec un essai un peu casquette pour Fidji, donc voilà, et finalement Itoje va marquer aussi. Ça finit 38-18, mais c'était pas si simple. J'ai lu un peu de presse anglaise, il disait que Finn Smith, c'était pas son meilleur match, mais quand même, il plutôt ancré bien en 10. Et en fait, ça me fait penser que Marcus Smith, le fameux petit génie, là, il est un peu la carrière de Thomas Ramos, où il a commencé en 10, mais maintenant il se retrouve en 15. Parce qu'il est bon, mais il y a d'autres personnes qui sont bons, donc il essaie de trouver sa place. Donc il balade entre plusieurs postes. Donc voilà, on voit que Ben Earl, quand même, c'est un monsieur. Ça fait 2 matchs à la suite qu'il a son l'homme de match. Si on parlait de Fidji, il y a quand même le 10 de Fidji, comme j'ai dit, Mons, qui est très bien. Il y a des centres Tuisova, il y a des ailiers de fou aussi. Il y a le fameux troisième ligne là, avec des cheveux gris de Clermont, Pita Gossoa Kuala. Tu savais en fait qu'il était sur leur équipe de basket, j'ai trouvé. Il a joué aux États-Unis dans une université. Oui, après, il était sur l'équipe nationale de Fidji en basket. Il jouait pivot. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa. C'est marrant parce que dans le, on va dire les 5 players du match, des choix que tu veux prendre, en fait, les 3 étaient des Fidjiens, même s'ils perdaient le match. Donc ça veut dire que bon, ils ont aussi une belle mêlée. Ils ont tenu face à l'Angleterre. Donc voilà, donc on voit que l'Angleterre est chanceux dans les 71 minutes ou un truc comme ça pour les saper se mettre. Comme tu dis, ça va être pas si simple pour la France la semaine prochaine. Non, et puis moi, si je suis le coach fidjien, je leur dis, les gars, s'il y a un moment où on peut taper les Français, c'est maintenant, hein. Là, ils ont la tête au fond de la gamelle. Ils se voyaient éventuellement prendre leur revanche de la Coupe du Monde. Ils se rendent compte qu'il y a une classe d'écart. Les mecs vont douter. La presse va se foutre de leur gueule. Le pack de potes va leur tailler un short. Enfin bref. Et donc c'est le moment. Voilà. Donc on va voir, hein. C'est là aussi que se révèlent les caractères. Donc on va voir de quel côté les caractères vont se révéler. Souvent les Fidjiens en manquent un peu. C'est des joueurs qui ont du mal quand l'équipe est menée, par exemple, etc. Par contre, ils sont capables de fulgurance qu'ils sont les seuls à faire, tellement ils ont des qualités individuelles extraordinaires et une âme, quelque chose de plus. Les Fidjiens, c'est un peu des magiciens parfois. Voilà. C'est certain. On a gagné les 2 derniers matchs contre eux. En fait, eux, ils ont gagné en 2018. Ils nous ont battus à Stade de France, 21-14. Souvenir funeste. Italie-Australie très rapidement. L'hymne national d'Australie a été chanté, je pense que par la dame de Tintin, hein, Bianca Castafiore. Ouais, oui, je pense quand même. À 5 minutes, première alerte pour l'Australie. Capuzzo, il va arriver dans leur but, mais sans aplatir. Les Italiens vont mettre les premiers points quand même. 3-0 après 6-0, grâce à un mail italien. Donc, on ne dit pas ça tous les jours. Les Italiens ont la main forte pour l'instant. Le premier essai, quand même, ça va être les Wallabies. 6-5, toujours pour Italie, avec 20 minutes déjà passées. Prochaine opportunité, c'est pour les jaunes et verts. Grand pilier, là, Angus Bell, qui a presque 50 caps, qui va marquer. 12-6 maintenant pour Australie, ça devient 12-9 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps, Italie revient doucement, 12-12, donc ça veut dire 2 essais pour les Australiens, 0 pour les Italiens. Et voilà, essai un peu chanceux ou douteux, on peut dire, d'Australie par leur 10 avec un coupe de cheveux douteux aussi. Et puis, essai par Liner, le 14, on connaît bien, hein, qui a marqué un essai important. On se souvient de lui avec une famille multiculturelle. Mais c'est Souali, le centre star, qui va faire un plaquage méga moche. Arracheuse de tête de Garbassi, carton jaune pour les jaunes. Et un peu plus d'énergie pour les Italiens, 19-19 et 26-19 après une super action de l'autre ailier, Monti Ione, qui joue à Lyon. Voilà, les Italiens vont louper quelques opportunités de marquer plus, mais c'est pas trop grave parce que c'est une victoire encourageante pour cette belle équipe d'Italie. Ça fait 2 victoires à la suite pour eux contre Australie. Ouais, je suis très surpris par ce résultat, même si on sait que les Italiens ont tendance
progressé fortement ces dernières années et qu'ils ont une très belle génération. Mais voilà, les Australiens qui accueillent la Coupe du Monde, faut-il le rappeler, dans 2 ans maintenant, chez eux, perdent contre les Italiens alors que eux sortent du Tri Nations et que les Italiens, dont les joueurs jouent un peu partout, voilà, démarrent la tournée, etc. C'est quand même une contre-performance magistrale des Australiens. Ça me fait redouter grandement notre confrontation dans 2 semaines. Voilà. Parce que je pense que là, ils vont se faire remonter les bretelles et le discours, il est très simple à trouver là aussi. Ok, vous perdez donc, vous, Australiens, qui recevez la Coupe du Monde, qui avez été champion du monde, voilà, plusieurs fois, etc. Vous allez perdre en Italie. Ok, c'est donc ça. Très bien, ben, je vous laisse réfléchir et je claque la porte. Voilà. Je pense que il faut les piquer au vif et à l'orgueil. Ça va être le cas. Ils vont avoir beaucoup de choses à se faire pardonner. J'espère que ce ne sera pas sur notre dos. Je suis d'accord. Allez, Pays de Galles, Argentine. J'ai pas pu voir ce match. J'avais fait le fameux truc où j'ai mis sur pause et après je suis allé faire d'autres choses pendant 2 heures et après je suis revenu. Match disparu. Dommage. Donc, qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté beaucoup d'essais. C'était 31-14 déjà à la mi-temps pour Argentine. Ça finissait 52-28 quand même pour Argentine. Donc, le good news pour Pays de Galles, ils ont joué 30 minutes de bon rugby. Le bad news, c'est quand même Jack Morgan, leur capitaine, est perdu pour le prochain match avec un blessure à l'épaule. Et voilà, perdre à la maison par temps d'essai, ça fait un peu mal. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Quelques autres matchs de la planète rugby, un petit peu plus loin, hein, les Géorgiens qui ont, je suis désolé de t'en informer, battu 43-30 les Américains. Voilà. Les Samoa ont battu 48-10 le Brésil. Alors ça, je découvre qu'il y a une équipe de rugby au Brésil. Non, je plaisante, on sait qu'il y en a une. La Belgique a battu la Namibie. Alors ça, c'est quand même un exploit parce que la Namibie a toujours quand même d'assez grosses équipes avec des pseudo-Sudaf qui sont quand même pas mal. Je dis pseudo-Sudaf parce qu'ils ont tous les mêmes genres de noms, Van der Merwe et compagnie. Le Portugal, qu'on adore, et le Brésil bien sûr, ont malheureusement été battus par l'Uruguay chez eux. La Roumanie a eu la peau de l'ours canadien et la Colombie a fumé le Mexique. 34-25. Petit truc pour USA, donc déjà c'est mieux que la semaine dernière, ils ont battu 85-0 par l'Écosse, donc 43-30, je prends. Hein. Et en plus parce qu'ils ont marqué pas mal de points tout au début du match, je pense que c'était 14-0 ou voire plus pour démarrer ce match, donc c'était plutôt pas mal. 3 essais à 1 dans les premières 15 minutes, bon après Georgie a trouvé les réponses bien sûr. Aussi il y avait Michael Basca qui était sur l'équipe des States, donc il est aussi passé sur l'émission. Et je voulais vous dire, si vous êtes sur Instagram, allez trouver Coco Rock. En fait, c'est une jeune femme qui parle de rugby aux États-Unis, mais en français. Donc, elle fait l'opposé du moi, tu vois, c'est assez chouette. Donc, on va essayer de voir si je peux l'inviter. Elle avait récemment aussi invité Jérémy Chopard, c'est l'entraîneur de rugby à 10 qui fait Immersion Sports Travel, qui on a eu sur l'émission aussi. Donc, voilà. Une dernière chose aussi, mais pourquoi faire des matchs Samoa-Brésil, mais à Dubaï? Ça, je comprends rien. C'est intéressant de voir Belgique qui bat... Si quelqu'un comprend, ah oui, grave, franchement. N'hésitez pas à nous informer. Ça. N'importe quoi. Ouais, grave. Est-ce qu'il y a du bon... Je ne savais pas qu'ils aimaient le rugby à Dubaï. Et en fait, c'est juste que ça me fait penser à tous ces matchs internationaux. Ça me fait penser que le Rugby Europe International Championship, tu vois, le Six Nations Beast, ça va être pour début février, hein, un peu comme nous. Et voilà, j'aurai 2 matchs à la maison cette année. Donc, Switzerland versus Georgia, c'est la première, le 7 février. Donc, s'il y a des preneurs, moi, je pense que je vais essayer d'aller à ce match de Switzerland against Georgia. Ça va être assez sympa. Mais en fait, il y a ça risque d'autres. d'être assez sanglant, surtout. Ah oui, mais quand même. Mais j'ai quand même pu voir Georgie jouer en vrai. Ça me plaît. Les autres matchs de ce premier week-end, c'est en longtemps, hein, mais je trouve ça chouette. C'est Belgique, Portugal, l'Allemagne, Roumanie. Ouais, ça va être chouette, tout ce rugby. Allez, je propose qu'on parle de la semaine prochaine. Tout de suite dans le bain avec Italie, Afrique du Sud. Italie va faire l'exploit? Non. Voilà. Angleterre, Nouvelle-Zélande. Ah, ça, je ne sais pas, mais c'est un match qu'il faut absolument voir. Oui, on est d'accord. Aucune excuse. Et Pays de Galles contre Japon, peut-être en opportunité. Voilà, si le Pays de Galles perd contre le Japon, là, je crois que c'est la fin de tout. La France contre Fidji. Oui, on va les battre si tout va bien. Voilà. Irlande contre Australie.
Ah, je crois que les Irlandais vont relever la tête et que les Australiens vont perdre et que du coup, ils vont arriver, mais tellement remontés comme des coucous la semaine d'après au Stade de France que ça va être atroce. Écosse contre l'Argentine. Ah, ça aussi, gros match. Ça va être super intéressant. Deux équipes qui ont voilà, beaucoup de choses à montrer, qui sont là en train de toujours de surfer entre la quatrième et la sixième place du rugby mondial et qui ont envie de monter dans le top 3, dans le top 4. Donc, à venir. Tu t'annonces pas en fait. Non, je peux pas. Ça me paraît... Mais je suis pour l'Écosse. Ok, moi aussi. Georgia-Canada, tiens. Oh, la Géorgie va gagner. Hein. Ouais, je Oui. pense aussi, oui. Ah oui. Portugal-Hong Kong. Je savais même pas qu'il y avait une équipe de 15 Tu à vois. Hong Kong. Ouais, Mais mais les je savais Portugais, pour les 7. je pense que les Portugais vont gagner. Roumanie-USA. Bah, ça peut être très intéressant. Peut-être une petite opportunité des Américains quand même. Oh, t'es gentil. Je suis toujours gentil. C'est mon problème. Enfin, j'étais pas très gentil avec l'équipe de France au début de l'épisode. Heureusement qu'ils nous écoutent pas. Je suis désolé. Si jamais vous m'écoutez, oubliez tout ce que j'ai dit. Je vous adore. Eh bien voilà, la semaine se termine. On vous embrasse et bien sûr, on compte sur vous pour nous suivre sur Insta, sur Facebook, etc. On est, voilà, comme vous le savez, follement numérique. Non, sans blague, partagez l'épisode s'il vous a plu avec tous vos amis qui, comme nous, voilà, respirent rugby, dorment rugby, rêvent rugby et parfois font des cauchemars en rugby, comme la semaine dernière. Exactement. Allez, écoute, tout le monde à la semaine prochaine en espérant que ça va mieux pour nous. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Ciao.